En 2020, puis en 2024 et en 2025, la France a proposé aux partenaires européens qui le souhaitent un dialogue stratégique sur la contribution de la dissuasion nucléaire française à la sécurité collective de l'Europe. Or, la force de dissuasion nucléaire française a toujours été nationale et le restera, le chef de l'État l'a rappelé. Il n'a jamais été question du partage de la décision. Alors, de quoi est-il question ? D'abord l'indépendance. La force de dissuasion nucléaire française est indépendante de A à Z, de la conception et la production des armes françaises jusqu'à leur mise en œuvre sur décision du président de la République. La dissuasion vise à protéger nos intérêts vitaux dans les circonstances extrêmes de légitime défense. Et le périmètre de ces intérêts vitaux, c'est le chef de l'État qui est le seul à les définir. D'ailleurs, si le général de Gaulle a voulu que l'élection du président de la République se fasse au suffrage universel direct, c'est en partie en raison de cette responsabilité. L'arme atomique française est née de la défaite de 1940 et du plus jamais ça, avec l'idée que la France devait pouvoir survivre en ne comptant, le cas échéant, que sur elle-même. L'indépendance caractérise donc la dissuasion française. Pour autant, indépendance et solidarité se combinent. Les déclarations du président Macron en ce sens ne sont pas inédites. Depuis 1962, les chefs d'État successifs ont tous répondu à la question de savoir si nos intérêts vitaux se limitaient strictement au territoire national. Et ils ont répondu non. Le général de Gaulle, en 1964, dans une instruction aux armées, précisait que la France devait se sentir menacée dès que les territoires de l'Allemagne fédérale et du Benelux seraient violés. Le président Mitterrand, en 1992, disait que la dissuasion nucléaire serait une des questions majeures de la construction d'une défense européenne commune. En 1995, dans la déclaration dite des Checkers, les dirigeants français et britanniques disaient que les intérêts vitaux de la France et ceux du Royaume-Uni étaient interconnectés. De même, le président Chirac, en 1996, disait « La dimension européenne apparaît également dans notre dissuasion ». Le président Hollande, en 2015, la définition de nos intérêts vitaux ne saurait être limitée à la seule échelle nationale parce que la France ne conçoit pas sa stratégie de défense de manière isolée, même dans le domaine nucléaire. Quand, en mars 2025, le président de la République annonce ouvrir le débat stratégique sur la protection de nos alliés du continent européen sur la dissuasion française, il s'inscrit dans cette continuité. La dimension européenne de nos intérêts vitaux est liée à la géographie et au caractère unique de la construction européenne parce que celle-ci crée progressivement une solidarité inébranlable entre la France et ses alliés européens. Ce qui n'est pas non plus nouveau, c'est la complémentarité de la dissuasion française, et donc de sa dimension européenne, avec la dissuasion exercée dans le cadre de l'OTAN. Pour rappel, la sécurité de l'OTAN repose sur l'article 5 de la Charte de l'Atlantique Nord et singulièrement sur les garanties de sécurité américaines et leur dimension nucléaire. Celle-ci trouve une traduction politique et opérationnelle dans ce que l'on appelle les arrangements nucléaires de l'OTAN. Les États-Unis déploient depuis les années 50 des armes nucléaires dans 5 pays d'Europe, des armes qui restent sous le contrôle américain mais qui contribuent à la posture de dissuasion de l'Alliance. La France joue, en tant qu'État doté de l'arme nucléaire, un rôle très spécifique à l'OTAN. Oui, elle contribue à la définition de la politique de l'Alliance, mais elle ne partage pas au mécanisme de planification nucléaire de l'OTAN. Toutefois, au même titre que le Royaume-Uni, elle incarne donc l'existence au sein de l'Alliance de multiples centres de décision indépendants qui compliquent les calculs de tout adversaire potentiel et qui donc contribuent à la dissuasion globale de l'OTAN. En d'autres termes, si un adversaire devait décider d'attaquer l'OTAN, il devrait tenir compte non seulement de la décision de l'OTAN et des États-Unis, mais aussi de celle que pourraient prendre les dirigeants du Royaume-Uni et de la France. Le dialogue que la France a proposé d'ouvrir aurait vocation à s'inscrire donc en pleine complémentarité avec la politique nucléaire de l'Alliance Atlantique, sans chercher à s'y substituer. Alors pourquoi réaffirmer ici et maintenant la dimension européenne et quelles seraient les prochaines étapes? Alors c'est au président de la République d'en décider. Ce n'est pas nouveau pourrait-on dire, mais c'est important de le rappeler aujourd'hui à destination de nos partenaires et de nos adversaires potentiels, voire d'envisager de nouvelles formes pour le manifester, avec bien sûr les limites que le président a fixées,
pas de partage de la décision, crédibilité et indépendance de la dissuasion française. Donc pourquoi c'est important? Je dirais pour 2 raisons. La première, c'est l'acuité de la menace. Les États européens doivent, compte tenu de la dégradation du contexte stratégique et singulièrement de l'agressivité de la Russie, être capables de mieux se défendre et de mieux dissuader les adversaires potentiels. Deuxième raison, ce sont les incertitudes créées par la trajectoire américaine, notamment sur leur niveau d'engagement en Europe. Devant nous s'offre donc un chantier délicat mais essentiel pour faire avancer ce sujet de la dimension européenne des intérêts vitaux français, un sujet présent dès le début de la dissuasion française. Il supposera un dialogue avec nos partenaires, permettra de renforcer d'abord la culture stratégique commune et pourra conduire à terme à des évolutions qui manifesteraient de manière plus tangible ce surcroît de dissuasion dans le respect de la spécificité de la dissuasion française, mais au service de l'autonomie stratégique européenne.